Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes de retour aux assises régionales de l'adaptation au changement climatique et nous nous focalisons dans cet atelier sur comment les secteurs agricoles, forestiers s'adaptent au changement climatique. Comment est-ce que l'agriculture, la gestion des forêts, qui, je rappelle, représente la grande majorité de la surface de la région Île-de-France, il faut se le rappeler, 50 et 25% respectivement. Comment est-ce que le changement climatique est pertinent dans une approche d'adaptation, changement de pratique, appréhension et solution. Donc nous sommes en présence de Christophe Hilleret, président de la Chambre d'agriculture d'Île-de-France, de Damien Greffin, président de la FRSEA, le syndicat régional de la FNSEA, Anne-Claire Vial, présidente Arvalis, Jacques Frein, président du groupement d'agriculture biologique, Benjamin Bossan, directeur de la direction régionale interdépartementale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, Éric Goulouzel, directeur territorial de l'Office national forêt Seine-Nord, et Paul Jarquin, président de FIBOIS. Merci à vous tous et toutes d'être avec nous. Nous avons aussi le plaisir, pour lancer cette table ronde, de vous accueillir, Madame la vice-présidente Valérie Lacroute, en charge de l'agriculture et de l'alimentation. Merci. Et je vous donne tout de suite la parole pour un petit peu faire l'état des lieux et l'action de la région en la matière. Merci. Et d'abord, je voulais remercier l'ensemble des participants à cette table ronde qui apparemment sont assez nombreux. Donc, c'est une vraie réussite pour nous. Et donc, effectivement, comme vous l'avez évoqué, nous allons plus spécialement nous focaliser sur les changements climatiques au niveau de l'agriculture et de la forêt. Et donc, nous avons, je crois, une heure, pris un petit peu de retard, mais une heure pour échanger sur ce sujet. C'est une table ronde avec beaucoup de personnalités, donc j'en suis ravie et je voulais remercier chacun d'entre vous qui avait accepté de répondre à notre invitation. Alors, effectivement, l'adaptation au changement climatique, notamment en termes d'agriculture, est un sujet essentiel, puisque je rappelle que la fonction essentielle, mais la Chambre et la FRSEA le diront mieux que moi, l'agriculture a vraiment une fonction essentielle pour nous, c'est de nourrir les franciliens, de nourrir l'ensemble des Français et puis bien évidemment la planète, et puis les forêts qui jouent aussi un rôle essentiel dans la préservation de la qualité de l'air, de l'eau que nous aborderons, des sols, et qui, par là même, constituent un véritable réservoir de biodiversité. Ce sont aussi des secteurs qui jouent un rôle majeur pour atténuer les effets du changement climatique. Alors, c'est bien de le rappeler, même si on sait que ce n'est pas l'objet de notre table ronde d'aujourd'hui, mais c'est toujours important de le dire. Alors, ces enjeux, on l'a dit, ils sont cruciaux pour nous tous. S'adapter à ces changements climatiques pour l'agriculture et la forêt. Et je pense qu'au travers de cette table ronde, l'objectif, ce sera évidemment de rappeler ce que nous faisons déjà, mais bien évidemment d'aller plus loin et puis d'imaginer toutes les solutions concrètes ou les solutions que nous pourrons imaginer dans les années à venir. Et je reviendrai tout particulièrement tout à l'heure sur le rôle de la région Île-de-France et de la nouvelle PAC qui nous donne des opportunités importantes pour les années à venir. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette introduction et puis remercier encore une fois très chaleureusement tous les participants à cette table ronde. Je vous repasse la parole. Merci à vous, Madame la vice-présidente. Je vous en prie, c'est nous qui vous remercions. Et nous allons commencer notre discussion avec les parties prenantes en donnant la parole à Monsieur Hilleret, président de la Chambre d'agriculture d'Île-de-France. Vous êtes en ligne avec nous, Monsieur Hilleret. Si je ne me trompe pas, je vais juste vous donner la parole par téléphone. Par contre, j'ai juste besoin de relancer parce que le code, moi, je ne l'ai pas et il s'est éteint. Donc, Monsieur Hilleret, merci à vous d'être avec nous et malgré ces petits soucis techniques que nous surmontons facilement. Vous êtes avec nous et vous nous entendez, Monsieur Hilleret? Oui, je vous entends. Parfait. Eh bien, nous, on vous entend très, très bien. Parfait. J'ai une première question, une question toute simple. Quel impact du changement climatique sur les secteurs agricoles et forestiers?
Je vais dire, on est principalement un des premiers secteurs touchés, hein, notamment ces dernières années, on a pu le voir, avec des conditions, notamment en matière d'inondation qu'on a pu subir, des coups de sécheresse importants, qui va impacter directement en fait nos productions et puis derrière ça nos revenus. Donc la notion du changement climatique, c'est quelque chose que les agriculteurs ont aujourd'hui bien conscience. Alors on voit effectivement, les gens voient essentiellement la notion rendement et puis productif, mais pour nous c'est aussi les aspects parasitaires, hein, c'est-à-dire qu'on a des nouveaux parasites qui apparaissent qu'on ne connaissait pas en tout cas sous nos latitudes et qui sont liés entre autres à ces notions de changement climatique qui font qu'à un moment donné l'écosystème évolue aussi dans nos exploitations. Et donc, c'est quelque chose qui confronte les agriculteurs à encore des défis en termes de pratique. J'imagine que ce n'est pas très simple de mener cette adaptation sur le court terme. Alors la vraie difficulté, effectivement, hein, l'agriculture a sans arrêt évolué depuis la nuit des temps, hein, c'est-à-dire qu'on s'est adapté et les premiers agriculteurs se sont toujours adaptés aux modifications climatiques, à la notion d'aspect pédoclimatique aussi qui évolue. Et là, la vraie difficulté, c'est le timing dans lequel on est en train de subir les choses. Le timing est extrêmement court et ce qui fait que c'est extrêmement compliqué de s'adapter. C'est-à-dire que, par exemple, l'adaptation variétale au cours des siècles, les variétés, l'homme a façonné notamment des variétés, des animaux pour s'adapter à des conditions climatiques qui sont propres. Hein. On n'a pas les mêmes races d'animaux au Brésil qu'on a sur le continent européen. Et pourquoi ? Parce que les animaux correspondent en fait à des standards qui sont liés au contexte climatique et pédoclimatique. Et au jour d'aujourd'hui, le problème, c'est la temporalité. C'est-à-dire que faire évoluer des variétés de céréales ou des variétés de légumes ou des variétés des animaux, ça demande du temps. Et là, malheureusement, le temps, on l'a pas ou peu. On s'aperçoit que les choses évoluent très rapidement. Mais les agriculteurs sont pleins de ressources hein, et commencent à se renseigner ce qui se fait comme type de pratique agricole et type de culture à 300-400 km plus au sud de chez nous et commencent à les importer. Et la traduction, en tout cas, qui apparaît dans nos territoires et notamment le territoire francilien, c'est l'apparition de la vigne qui n'existait plus et qui revient sur nos territoires parce que des agriculteurs pensent que dans 5, 10, 15, 20 ans, en tout cas, la vigne sera beaucoup mieux adaptée à nos territoires qu'elle ne l'est sur d'autres territoires. Et je peux vous poser une question rapide sur ce qui a été effectué dans le diagnostic du Varenne de l'eau, parce que ça aussi, c'est quelque chose qui est un défi majeur pour l'agriculture, c'est la ressource en eau. Absolument. La ressource en eau et effectivement la position de la profession, c'est de pouvoir mobiliser cette eau parce que quel que soit le type de production, alors plus on est sur des productions de type maraîchage, effectivement la nécessité d'avoir de l'eau, en tout cas de l'eau de façon régulière, est-ce qu'on a pu sur le plan naturel, hein, puisqu'on a des épisodes en fait très secs ou très pluvieux. D'ailleurs, ça peut être aussi très pluvieux. Hein, les gens voient que la notion sécheresse, mais on a malheureusement des événements pluvieux qui sont très intenses, hein, qui engendrent des inondations sur certains secteurs. D'ailleurs, le monde agricole contribue à ce que nos concitoyens urbains ne soient pas dans l'eau en acceptant que leurs parcelles soient inondées, notamment en amont de Paris. Mais ces inondations sont aussi de plus en plus fréquentes et la notion du stockage de l'eau pour nous est quelque chose d'important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des quantités d'eau qui sont stockées en amont de Paris pour éviter que le monde urbain soit sous l'eau, hein, avec des territoires qui sont très artificialisés et très imperméables. Et ben nous, on estime que cette eau pourrait très bien être utilisée à bon escient avec des conditions aussi qui ont largement évolué. Hein, là où on avait des conditions avec des asperceurs qui consommaient énormément d'eau, le monde agricole évolue avec des pratiques aujourd'hui de plus en plus performantes. Et une que je peux simplement vous citer, c'est qu'on a aujourd'hui ce qu'on appelle des tensiomètres qui mesurent le besoin de la plante en eau, et c'est-à-dire que l'irrigation, c'est-à-dire la notion d'arroser la plante, n'est enclenchée qu'à partir du moment où on a ces indicateurs qui passent dans le rouge. Avant, tant que la plante est dans une phase résiliente, il n'y a pas de problème. Et dans le cadre du Varenne de l'eau, a été étudiée aussi la notion variétale, hein, c'est-à-dire d'avoir des plantes par des sélections qui sont de plus en plus résistantes, en tout cas à des conditions de changement climatique de plus en plus importantes. Merci beaucoup, Monsieur Hilleret, et restez avec nous, puisque
autant l'écoute que réintervenir éventuellement sur ces sujets est primordial pour la Chambre d'agriculture. Merci beaucoup. Je me tourne tout de suite vers l'ONF Seine-Nord, Monsieur Goulouzel, pour vous poser un peu la même question. Comment le secteur forestier va être impacté par le changement climatique en Île-de-France? Merci, et merci de votre invitation, et merci surtout de faire converger finalement les regards des différents acteurs ou institutions victimes de ces changements climatiques et qui, par nature sans doute, ne se parlaient pas suffisamment et qui se trouvent là confrontés au même problème. La forêt francilienne ne va pas très bien. Aujourd'hui, tout le monde a en mémoire les sécheresses de 2018, 2019, 2020. Les arbres s'en souviennent aussi. Et plus particulièrement certaines espèces qui ont disparu, en tout cas certains individus, sous l'effet de ces sécheresses cumulées. Je pense au hêtre, qui est en train de disparaître en Île-de-France, et je pense au pin sylvestre, dont on a vu disparaître des dizaines d'hectares en forêt de Fontainebleau en 2020, après 3 sécheresses cumulées. Heureusement, ce ne sont pas des espèces qui étaient les plus représentées dans nos forêts, mais néanmoins, c'est un mouvement inexorable qui est engagé. Quand les sécheresses n'ont pas tué, elles ont affaibli la plupart des autres espèces, et les affaiblissant, les ont rendus beaucoup plus sensibles aux ravageurs ou aux maladies. On pense évidemment aux frênes. Le frêne est aussi en train de disparaître. On a connu la disparition de l'orme, et bien on peut malheureusement constater le mouvement qui voit la disparition du frêne en ce moment. Les châtaigniers sont en train de disparaître en Île-de-France, victimes de l'encre du châtaignier, un champignon, et le hanneton, très présent aux frontières de l'Île-de-France, en forêt de Compiègne, qui tue tous les arbres, en mangeant les racines surtout, donc c'est la larve, est en train de faire son apparition dans les forêts au sol sableux d'Île-de-France, Fontainebleau et Saint-Germain-en-Laye au premier rang. Je parle des forêts domaniales que je connais le mieux, j'en suis désolé. Il y a sans doute évidemment d'autres forêts présentant les mêmes caractéristiques. Donc ce constat n'est pas joyeux. Le département santé des forêts du ministère de l'Agriculture, évidemment, est très attentif à ces sujets et fait un constat, je dirais un seul chiffre. Seulement 9% des arbres feuillus de la forêt de Saint-Germain-en-Laye sont en bonne santé. 9% des arbres feuillus de la forêt de Saint-Germain-en-Laye sont en bonne santé. Saint-Germain-en-Laye, évidemment, cumule les faiblesses évidemment, d'être victime, comme toutes les autres forêts, des sécheresses, et aussi d'avoir une très faible réserve en eau dans ces sols en raison de la présence de sable. On pourrait dire à peu près la même chose, c'est à peu près les mêmes chiffres pour la forêt de Fontainebleau qui présente les mêmes caractéristiques. Mais globalement, ça se voit assez peu en Île-de-France. Beaucoup d'entre vous sont sans doute des promeneurs, alors excepté peut-être les promeneurs de la forêt de Montmorency, qui voient des groupes rases à perte de vue. 500 hectares de châtaigniers de la forêt de Montmorency sont aujourd'hui menacés, et comme la forêt de Montmorency dont nous avons hérité était essentiellement peuplée de châtaigniers, quasiment en peuplement pur, eh bien ça se voit. Mais pour le reste des forêts, qui sont des forêts beaucoup plus mélangées et surtout des forêts à dominante de chênes, en Île-de-France, le constat du promeneur est sans doute moins alarmiste que le mien. Néanmoins, il faut apporter une nuance sur ce constat sur le chêne. Il n'y a pas un chêne, il y a 2 chênes en Île-de-France. Pardon d'être un peu savant, mais il y a un chêne qui est dit le chêne pédonculé et un chêne qui est dit le chêne sessile. Le chêne pédonculé est réputé peu résistant à la sécheresse et est aujourd'hui menacé aussi en Île-de-France. Ça nous inquiète beaucoup et ça nous inquiétera encore plus quand on sait qu'il est sensible, les deux sont sensibles à un champignon qui tue les chênes aux États-Unis. Et je ne veux pas être l'oiseau de mauvais augure, mais le jour où ce champignon traversera l'Atlantique, il faudra s'inquiéter sérieusement pour la forêt francilienne, mais pour la forêt française tout court, puisque c'est l'essence dominante aussi de la forêt française. Voilà. Désolé de terminer sur un petit constat pessimiste, mais c'est une triste réalité. On n'est pas là pour cacher les réalités, ni pour parler avec des tabous. Nous sommes là pour agir. Et pour agir, il faut prendre le constat correctement.
faire le constat correctement. Donc, je vous remercie, Monsieur Goulouzel, et puis restez bien sûr avec nous pour échanger ensuite sur les solutions. De toute façon, c'est très simple. Si nous perdons nos forêts, l'écosystème global s'effondre. La même chose avec l'océan. Mais au moins, sur la gestion des forêts, nous pouvons tous participer, autant dans la prévention que dans l'action, pour la régénération d'ailleurs. Je me permets de poser une question un peu plus précise sur justement les solutions mises en place. Et donc, je vais me tourner vers monsieur de la Fédération régionale des syndicats d'exploitation agricole de la FRSEA, monsieur Greffin, Damien Greffin, vous êtes avec nous en visioconférence. Merci beaucoup. Vous tentez d'accompagner les agriculteurs dans des changements de pratiques face au changement climatique. Ah bah, tout à fait. Hein. Donc, ce que le président Hilleret ou ce qui vient d'être rappelé, je vais pouvoir l'illustrer. Je voulais d'abord remercier la région Île-de-France de cette initiative, remercier Valérie Lacroute qui est avec nous, mais aussi l'initiative qu'a pris Yann Verling. Donc moi, je suis agriculteur, hein, donc avant tout, dans le sud Essonne, en région Île-de-France. Mais comme la forêt, en fait, l'agriculture est quand même extrêmement, fortement malmenée par le changement climatique. Les impacts sur les cultures sont très souvent catastrophiques et ça engendre finalement une réduction considérable du potentiel de production qui peut être dramatique à l'échelle de nos entreprises. 4 chiffres, hein, le gel de 2021, c'est 75% des surfaces en arboriculture qui ont gelé, hein, chez nous, ici en Île-de-France, mais c'est aussi une grosse moitié des surfaces de betteraves qui ont été anéanties. La sécheresse de 2020, ça a entraîné 30% de perte de production en production végétale. Les inondations et le manque d'ensoleillement au printemps 2016 a entraîné une baisse de 50% de la production. Enfin, on voit très clairement, pour répondre à votre question, que les impacts du changement climatique sont extrêmement prégnants sur l'agriculture francilienne. Alors les actions, parce que c'était un peu le sens de votre question, les actions qu'on mène sont déjà extrêmement nombreuses, c'est-à-dire que les agriculteurs confrontés depuis une quinzaine d'années ou une vingtaine d'années à ces bouleversements ont déjà adapté un certain nombre de leurs pratiques. Personnellement, moi je suis en train d'investir sur l'exploitation sur un forage d'irrigation, ce que je n'avais pas forcément imaginé un jour au départ en m'installant il y a une vingtaine d'années. Mais effectivement, on est confronté pour faire, comme le rappelait Christophe Hilleret, faire muter un peu nos systèmes d'exploitation quand on voit la réimplantation de la vigne, ou en tout cas les attentes aussi sociétales d'aller vers davantage de local, où on a une nécessité d'avoir un accès à l'eau. Et pour moi, on porte cette vision de cette problématique de l'accès à l'eau qui est quand même extrêmement prégnante sur la plupart de nos exploitations. Il y a aussi un certain nombre de mesures qui ont été prises jusque-là de décalage de nos dates de semis, les choix variétaux qu'on est amené à prendre aujourd'hui, préférer telle ou telle variété de manière qui résisterait davantage à la sécheresse ou en fait on pourrait décaler ces dates de semis pour en fait s'adapter à l'année culturale en place. Il y a un certain nombre d'investissements dans les machines, dans les outils qu'on utilise d'ores et déjà pour mieux caler au rythme de l'année culturale, comme je le disais, mais aussi s'adapter à la sécheresse, ou enfin des outils qui sont plus adaptés à des périodes de grande sécheresse, ou des outils qui sont plus adaptés à des périodes de grande humidité. Puis il y a aussi un certain nombre d'initiatives plus collectives. Je pourrais citer l'organisation qu'on a portée avec la Chambre d'agriculture et le syndicalisme autour de la lutte contre les incendies, puisqu'en fait, on a subi un certain nombre d'incendies très importants en région Île-de-France durant les périodes estivales. Donc, les agriculteurs se sont organisés aujourd'hui avec les services décentralisés de l'État, mais aussi les collectivités, les pompiers, pour essayer voilà. Donc, effectivement, il y a un certain nombre d'actions qui sont déjà fortement engagées aujourd'hui. Et je pense je ne sais pas si vous voulez qu'on aborde maintenant les attentes vis-à-vis de la collectivité, mais en tout cas, les agriculteurs n'ont pas attendu et subissent bien évidemment depuis longtemps ce changement climatique, mais la fréquence, si vous voulez, des épisodes nous conduisent aujourd'hui à véritablement adapter nos pratiques, à modifier et à investir différemment sur nos entreprises pour continuer à maintenir une production importante sur nos entreprises.
Est-ce que vous voulez que j'aborde maintenant la question des attentes vis-à-vis de la collectivité? Je vous propose de le faire rapidement, comme ça au moins il n'y aura pas de frustration au cas où on ne fait pas une deuxième tour. D'accord. Bon, enfin, la question de l'eau pour moi est centrale. Je vais commencer par ça. Je pense que je ne vais pas parler de tout l'aspect recherche et développement innovation. Je pense qu'Anne-Claire Vial, au titre des instituts, le fera. Donc, je sais que le temps est compté et Valérie Lacroute rappelait qu'on était nombreux à intervenir. Donc, on va essayer d'être synthétique. Mais en tout cas, moi, je voudrais appuyer sur un point, c'est la question de l'eau. Pour moi, qui est cruciale. C'est vrai qu'en région Île-de-France, l'irrigation est finalement peu présente. Et il est illusoire de penser que chaque agriculteur pourra s'équiper et pourra puiser dans la nappe pour pouvoir irriguer demain et produire des denrées alimentaires. Et je pense que la question du stockage, qui est parfois, et jusque-là, était quand même reléguée à d'autres régions ou d'autres départements, je pense que même en région Île-de-France, la question du stockage de l'eau doit aujourd'hui se réfléchir, dans le sens où il tombe à peu près sur une année normale les quantités d'eau, mais qui sont très mal réparties depuis une quinzaine d'années. Donc, quelle est notre capacité à entrer dans une réflexion où on arriverait à stocker de l'eau en période où elle tombe pour pouvoir l'utiliser en période de sécheresse. Et ça, je pense que même en région Île-de-France, moi-même, je n'aurais pas imaginé tenir ce discours-là il y a 5 ans. Valérie, je vois que Valérie Lacroute hoche de la tête, mais c'est vraiment des choses qui nous interrogent en tant qu'agriculteurs au plus profondément de nous-mêmes, parce que la question du stockage va s'imposer demain si on veut rester une région agricole. Vous l'avez rappelé, 50% du territoire est cultivé en région Île-de-France. Peu de régions du rang de l'Île-de-France dans le monde peuvent se targuer d'avoir une capacité productive comme celle-ci. Mais à l'image de ce qui s'est passé un peu en Espagne il y a quelques années, où on a investi massivement dans des infrastructures collectives pour stocker, acheminer de l'eau, je pense qu'on n'échappera pas, nous en Île-de-France, à la mise en place d'un certain nombre d'infrastructures pour ça. Moi, je voudrais aussi dire qu'il y a des moyens financiers importants à consacrer à l'aspect communication. Aujourd'hui, on a une fracture entre le monde urbain et le monde rural et agricole. Et je pense que, à l'image des années 30, quand le gouvernement incitait les agriculteurs à semer des patates, il y avait des affiches dans les années 30 où le gouvernement lui-même, les collectivités, incitaient. Je pense qu'il y a une proposition que moi je ferais, c'est que on puisse dégager des moyens financiers importants pour mettre au service d'une communication de fond, pour valoriser les métiers, valoriser la production agricole. Et puis, un dernier point, j'en terminerai par là, c'est la question de la gestion des risques. D'une manière générale, il y a bien évidemment les sujets assurantiels tels que l'État les a mis aujourd'hui sur la table, mais c'est comment une collectivité comme la région Île-de-France peut venir en soutien à un système ambitieux comme celui-là, mais c'est aussi l'accompagnement des agriculteurs dans des dispositifs d'investissement pour les aider donc finalement à s'équiper des machines nouvelles qui permettront demain de pouvoir affronter le changement climatique. C'est des investissements très importants. Encore une fois, je pense que dans le cadre de la R&D, du développement et de la recherche, Anne-Claire Vial en reparlera tout à l'heure. En tout cas, voilà un petit peu les axes que je voulais aborder très rapidement aujourd'hui. Merci beaucoup, Monsieur Greffin, et je me permets d'enchaîner pour justement que vous ayez la parole le plus possible. Monsieur Bossan, vous êtes directeur de la Direction régionale interdépartementale alimentation, agriculture et forêt. Comment on met en place les solutions, c'est quoi les leviers? Et aussi une petite question précise sur l'agriculture biologique en tant que levier, comme ça nous fait faire la transition avec le groupement d'agriculture biologique juste après. D'accord. Écoutez, bonjour à tous. Je vais essayer d'être complémentaire des interventions des autres invités, puisqu'ils sont notre collège habituel de travail. Donc les agriculteurs, le secteur agricole, pour commencer, je dirais un petit mot sur la forêt ensuite. En fait, ils puisent dans une boîte à outils qui s'enrichit régulièrement pour faire face aux aléas qui ont été illustrés. Et en particulier, ils travaillent à la diversification de leur culture. On a eu pour pas mettre tous leurs œufs dans le même panier, on a eu une photographie très précise en toute fin d'année dernière avec le recensement agricole, et on a pu voir que les exploitants
qui sont majoritairement en grande culture en Île-de-France, se diversifient, y compris dans les grandes cultures, avec davantage de cultures type les légumes de plein champ, de la betterave. C'est un phénomène qui s'est accentué en 10 ans. On a vu aussi, comme pour reprendre l'exemple qui a été donné de la vigne, effectivement, on voit des exploitations qui ont des ateliers de diversification nouveaux. Il y a la vigne, il y a le maraîchage également, avec la difficulté que ça emporte de l'accès à l'eau, dont a parlé Damien Greffin, pas de légumes sans eau. D'une façon générale, on voit que les agriculteurs sont particulièrement attentifs à protéger le sol, qui est leur outil de travail principal, et de travailler notamment à en augmenter la teneur en matière organique, notamment parce que ça permet d'accroître les capacités naturelles de stockage de l'eau. Et donc, ils pratiquent la rotation des cultures, la couverture des sols pour y contribuer. Et puis, également, on sent une appétence certaine pour les pratiques qui visent à permettre l'infiltration de l'eau à l'échelle de la parcelle, éviter qu'elle ne ruisselle. Quand je dis qu'il y a une certaine appétence, c'est qu'on voit le développement, enfin l'intérêt porté à, par exemple, un appel à projet qu'on a lancé l'été dernier en lien avec la région dans le cadre du plan de relance pour promouvoir l'implantation de haies ou pour promouvoir l'installation d'arbres en intraparcellaire qui est l'agroforesterie. Il y a plus de 40 hectares de projets qui ont émergé depuis l'été dernier. Voilà, un sérieux coup de boost qui a été donné à cette occasion. Les précédents interlocuteurs parlaient de l'importance de la gestion de l'eau. On le voit aussi à l'échelle de l'exploitation. On a vu que dans le cadre du plan de relance, les agriculteurs franciliens ont été tout à fait intéressés pour candidater à un certain nombre d'appels à projets qui ont permis d'investir dans du matériel moderne de gestion de l'eau. Je crois que c'était le président Hillary qui parlait des tensiomètres, mais tout ce qui est système de goutte à goutte, tout ce qui est optimisation des volumes apportés avec des électrovannes, voilà, on voit très clairement l'intérêt des agriculteurs pour ces dispositifs. Alors pour la bio, elle a effectivement, en ce qu'elle favorise notamment l'augmentation de la matière organique du sol, ça peut aussi être effectivement un levier. Elle se développe de façon sensible en Île-de-France. Je reviens à la même photographie dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est celle du recensement agricole, où on est passé en 10 ans de 2% des exploitations à une dizaine de pourcents des exploitations en bio à l'échelle de l'Île-de-France, et c'est 8% de la surface régionale. Donc il y a effectivement un effet bio, alors qui est sans doute plus lié à des motivations de répondre au marché, mais il s'avère que ça a un effet intéressant pour la gestion de l'eau à l'échelle de la parcelle. Et je termine pour dire un mot sur la forêt, pour confirmer que la photographie faite par Éric Goulouzel de ce qui se passe en forêt domaniale, elle est bien évidemment partagée et vue en forêt, à l'échelle des forêts d'Île-de-France, également en forêt privée, et que ce que l'on met en place ces derniers mois, enfin toute l'année 2021 a été dynamique sur le sujet. C'est ce qui tourne, c'est des financements apportés par un plan de relance pour permettre d'adapter, de régénérer les forêts et de permettre ainsi leur adaptation au changement climatique. Il y a eu un engouement réel en forêt domaniale où on a aidé un certain nombre de projets de renouvellement. On a parlé de Montmorency qui a été fortement touché par la gestion de l'encre qui a amené un certain nombre de l'encre du châtaignier à faire des coupes rases. Voilà, il y en a soutenu là. Mais il y a également des projets qui ont été soutenus en forêt privée. Merci beaucoup, Monsieur Baussan. Et
merci d'avoir aussi rappelé les enjeux forains, hein, parce que c'est dans votre direction. Il ne faut pas le réduire à l'alimentation et l'agriculture. Et donc, je me tourne, on est en visio maintenant, je me tourne vers vous, Monsieur Fring. Jacques Fring, vous êtes président du groupement d'agriculture biologique en Île-de-France. Est-ce que vous êtes avec nous pour intervenir justement sur... Oui. Voilà, bonjour. On vous entend, très bien, et on vous voit. Merci, parfait. Merci, bonjour. Je vais rajouter quelques mots complémentaires, on va dire, à tous ces discours déjà sur l'agriculture assez complets. Les modèles alimentaires à l'horizon 2050 démontrent que l'agriculture doit faire sa transition vers l'agroécologie, et c'est particulièrement l'agriculture biologique en la matière qui répond tout à fait à ces critères. Pourquoi l'agroécologie? Pour son stockage des gaz à effet de serre, son stockage du carbone, de sa matière organique et de la rétention en eau qui va avec. En la mesure, elle favorise la biodiversité, si on génère une agriculture aussi plus diversifiée, donc plus résiliente. Donc voilà, tous ces critères, elle correspond tout à fait à l'évolution nécessaire du modèle agricole en lien avec le changement climatique. Alors là, je voudrais envoyer un petit message à la région qui soutient depuis quelques années fortement l'agriculture biologique à travers les aides au maintien qui a permis le développement de l'agriculture biologique évoqué tout à l'heure et mettre en face l'évolution de la PAC 2023 qui n'a pas tellement pris ce virage de l'agroécologie. Pour demander à la région de continuer à soutenir par des paiements pour les services environnementaux qu'elle rend l'agroécologie dans la future PAC. Voilà, moi je suis producteur de légumes essentiellement en Seine-et-Marne. Nous, producteurs de légumes, on a déjà changé nos pratiques depuis quelques temps. On s'adapte assez rapidement en légumes, plus vite qu'en arboriculture, bien sûr, au changement variétal nécessaire à l'évolution du climat. Donc c'est un peu, je vais être un peu différent du discours. Pour l'instant, en tout cas, tant que c'est dans des normes raisonnables, cette hausse des températures, c'est une opportunité pour nous. Elle nous permet de faire plus de légumes de plein champ, des légumes d'été en plein champ, des poivrons, des aubergines, des tomates. Donc, c'est quelque part une opportunité. Mais effectivement, il y a des risques c'est aussi une hausse des risques. Damien Creffin l'évoquait avec le gel printanier tardif ou alors pour nous aussi du gel automnal précoce cette fois qui peuvent détruire nos cultures. Et là, je pense qu'il existe dans d'autres régions des systèmes pointus d'avertissement des risques de gelée. Peut-être que une action à mettre en œuvre rapidement, ce serait d'activer un processus comme ça au niveau de la région Île-de-France pour qu'on mette en place les moyens techniques dont on dispose, on en a quelques-uns, pour se protéger de ces gelées. Il suffit d'une nuit, bien souvent, pour détruire nos récoltes. Le deuxième facteur limitant, c'est évidemment les coups de chaud et la sécheresse et du coup la nécessité d'avoir de l'eau. Donc nous, on a un devoir, je pense, nous producteurs, c'est effectivement de mettre en place des systèmes économes en eau pour agréger avec beaucoup de performance. Mais on doit avoir des droits aussi, c'est le droit d'avoir un accès à l'eau, surtout quand on met en place une agriculture nourricière et des agricultures à forte valeur ajoutée comme le plan climat et la relocalisation de la production agricole le conseil. Donc nous, le droit de stocker de l'eau, oui, pourquoi pas directement au plus près de nos champs quand ils sont pleins, quand les terres sont pleines et qu'elles débordent, on devrait pouvoir stocker une partie de cette eau en surplus qui va créer des inondations en aval. Il me semble que c'est juste du bon sens paysan et il nous faudrait nous accorder ce droit et nous aider à pouvoir le faire
pour qu'on puisse quand même continuer à nourrir les citoyens quand les excès de chaud ou de température ou de sécheresse risquent de nous provoquer la destruction de nos cultures. Peut-être faut-il réfléchir à une priorisation de l'accès à l'eau entre les modèles agricoles. Voilà, c'est certainement un sujet complexe. Et je vais faire assez rapidement. Je pense que pour finir, il faut aussi penser à la pénibilité du travail. En production légumière, on a un travail assez physique qui peut être pénible, qui souvent du coup n'est pas trop accessible à la majorité des citoyens et qui oblige du coup à aller chercher des travailleurs agricoles plus loin. C'est un petit peu dommage. Apparaissent aujourd'hui sur le marché des systèmes qui diminuent la pénibilité des travaux agricoles, particulièrement en production spécialisée. Des petits engins agricoles autonomes qui permettent des positions ergonomiques de travail, qui limitent la pénibilité et qui, en cas de coup de chaud et de grand soleil, en plus permettent de travailler à l'ombre. Donc, ça peut être des vraies améliorations. Donc, la région fasse la promotion et soutienne ce genre d'évolution de nos pratiques aussi en pensant à nos collaborateurs. Ça me semble particulièrement important aussi. Et je vais m'arrêter là. Merci beaucoup, Monsieur Fring. Merci beaucoup et restez avec nous. Nous voyons qu'il y a les aspects écologiques, il y a les aspects aussi sociaux et économiques. Vous l'avez bien dit aussi, Monsieur Baussan, que c'est peut-être la demande qui tire la bio vers le haut. Ce qui est intéressant, on rappelle aussi le rôle du consommateur, parce que s'il y a aussi l'adaptation au changement climatique par les professionnels du secteur, il y a aussi le soutien qui doit arriver des consommateurs de l'aval de la chaîne. Nous allons continuer sur ces questions d'agriculture durable face au changement climatique et parler un petit peu d'expérimentation. C'est la mission d'Arvalis, notamment, de mener des expérimentations dans le domaine des semences, des espèces végétales, accompagnées dans les différents itinéraires techniques des agriculteurs, faire évoluer les pratiques. Donc Anne-Claire Vial, vous êtes avec nous en visio, si je ne me trompe pas, présidente d'Arvalis, et j'aimerais vous donner la parole pour aborder un petit peu ce sujet d'un point de vue technique et solutions, innovation, etc. Ou c'est vous, Monsieur Cohen, qui est avec nous pour parler au nom de Madame Vial, peut-être? Oui, c'est bien cela. Merci oui, à vous. Bonjour. Oui, bonjour. Pardonnez-moi, il y a eu une petite confusion lors de l'introduction à la table ronde. Donc oui, c'est moi qui représenterai Arvalis aujourd'hui. Je vous en prie. Merci d'être avec nous. Donc, merci et merci pour l'invitation et d'avoir permis un institut technique agricole au service des producteurs comme Arvalis d'apporter des informations autour des projets de recherche et expérimentaux pour permettre aux agriculteurs de s'adapter au changement climatique. Alors, la recherche et développement sur un sujet comme l'adaptation au changement climatique est un vaste sujet. Donc, je vais essayer d'être assez synthétique et éviter de redire toutes les très bonnes choses qui ont été dites jusqu'à maintenant. Si je pense que nous devons retenir quelques traits saillants de la recherche actuelle pour fournir des leviers d'adaptation au changement climatique. Je vous proposerai d'en retenir quelques-uns. Le premier est que l'adaptation des exploitations ne se fera pas en actionnant qu'un seul levier à chaque fois. Donc les programmes de recherche sont actuellement orientés sur l'élaboration de stratégies multileviers pour fournir une boîte à outils d'adaptation aux exploitations agricoles. Donc parmi ces leviers, nous avons des leviers à la parcelle, très clairement, en termes d'intervention, de choix variétaux, de pilotage des cultures, mais aussi l'élaboration de stratégies à l'échelle des systèmes de culture, des exploitations, pour reconfigurer éventuellement les exploitations pour les rendre plus résilientes. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point aussi, je devais
un petit peu faire des catégories. Le changement climatique tel que les producteurs le vivent actuellement se présente sous deux formes. Une évolution tendancielle d'un certain nombre de variables climatiques comme la température, sur lequel on peut imaginer avoir des stratégies d'adaptation sur le long terme, notamment l'augmentation des températures et la reconfiguration des scénarios de pluie amènent une augmentation des besoins en eau qui appelle des programmes de recherche et d'innovation, ça a déjà été dit, en termes de pilotage d'irrigation, en termes d'équipement, en termes d'accès à la ressource. De même, l'augmentation de ces variables climatiques augmente la fréquence tendancielle d'un certain nombre de stress thermiques, hydriques, que l'on peut essayer de modérer avec des stratégies d'esquive, modification des cycles des cultures. Donc tout cela, les expérimentations en cours et les programmes de recherche y travaillent. Mais il y a un deuxième point important à souligner, c'est que les producteurs sont aussi confrontés à un autre visage du changement climatique, qui est la recrudescence des événements climatiques extrêmes et par nature aléatoires, ce qu'on appelle les aléas climatiques. Et la notion d'imprévisibilité de ces événements fait que de nombreux programmes de recherche actuellement sont orientés vers l'élaboration de méthodes et d'outils pour adapter en quasi temps réel les interventions des producteurs, en les dotant d'outils notamment technologiques de suivi des cultures en quasi temps réel pour pouvoir s'adapter à des événements climatiques qui, par nature, ne sont pas prévisibles 10, 15, 20 jours et encore moins quelques mois auparavant. Le troisième point que je voudrais souligner, c'est l'innovation variétale. Ça a été dit dans plusieurs des interventions précédentes. Les producteurs, qu'ils soient producteurs végétaux ou animaux, utilisent des variétés, des races qui ont un certain nombre de caractéristiques. L'innovation en termes de variété, si je parle par exemple des grandes cultures, est un des piliers de l'adaptation pour permettre aux producteurs d'avoir accès à des variétés plus tolérantes à un certain nombre de stress, car c'est le premier bouclier aux contraintes climatiques qu'ils devront affronter. Donc là, c'est un temps de la recherche qui est beaucoup plus long, bien entendu, parce que l'innovation variétale est à une échelle plutôt de 10-15 ans qu'à une échelle annuelle en termes de résultats des projets de recherche, mais c'est un levier fondamental. Tous les producteurs en ont conscience et de nombreux programmes de recherche y travaillent ardemment. Les deux derniers points que je voudrais souligner, c'est que ça a été très bien dit juste avant, les contraintes climatiques posent des problèmes dès maintenant aux producteurs, mais le temps de la recherche pour quelquefois est un petit peu long. Voire même pour des aspects variétaux, voire de l'ordre de la décade. Un des enjeux des programmes de recherche actuellement, c'est d'identifier ce qu'on appelle des analogues climatiques, à savoir pouvoir identifier dans des régions de France, voire en dehors de nos frontières, des territoires agricoles qui subissent déjà les stress climatiques que l'on envisage dont on envisage l'occurrence en Ile-de-France, en l'occurrence, pour dans 5 ans ou dans 10 ans. Donc cette notion d'analogue climatique est très importante parce que ça nous permet de développer des programmes de recherche dans des zones qui vivent déjà les stress que les producteurs d'Île-de-France vivront dans 5 à 10 ans. Et le dernier point que je voudrais souligner qui est extrêmement important, étant donné que l'adaptation au changement climatique est fondamentalement multilevier, elle doit être adaptée aux contextes locaux et aux exploitations des producteurs. Ça veut dire que cette adaptation ne peut pas se faire sans eux. Donc les programmes de recherche actuellement s'efforcent de mettre les producteurs et leurs contraintes au cœur du processus d'innovation. Car la construction l'adaptation des exploitations sera de toute façon une construction utilisant de nombreux outils dont l'assemblage final se fera au niveau de l'exploitation par les producteurs eux-mêmes, et donc leur implication dans la réflexion et l'élaboration de cette boîte à outils est fondamentale, et ça s'intègre de plus en plus dans les programmes de recherche en cours. Voilà, j'espère avoir été synthétique. Oui, je vous remercie. C'était non seulement synthétique, mais clair. Merci, Monsieur Cohen. Et je vais poursuivre pour pas que nous débordions trop sur le temps, avec une question justement qui s'adresse au pouvoir public, parce que vous avez été plusieurs à interpeller la région. Je vais me tourner vers l'Office national des forêts Seine-Nord de nouveau pour poser la question de comment
Est-ce que les pouvoirs publics peuvent réagir sur cette question d'adaptation au changement climatique? Mais avant cela, je vous remercie, puisque j'essaie de jongler un petit peu la technique aussi avec M. Hilaret. Je veux faire entrer dans la discussion notre collègue de Fibois, notre collègue Paul Jarquin, qui aussi attend patiemment en visio, et un peu lui poser la même question, puisqu'on a parlé avec M. Bossan un petit peu de la forêt, mais aussi avec vous, M. Goulouzel. Mais Paul Jarquin, comment est-ce que la filière Fibois, que vous pouvez présenter, répond à cet enjeu de l'adaptation au changement climatique? Bonjour à tous. Tout d'abord, je tiens à remercier Yann Bierling et la région de France pour l'organisation de ces assises. En écoutant assez attentivement tout à l'heure Monsieur Goulouzel, c'est vrai que la situation elle est vraiment accablante sur la pression au niveau de la forêt. Je pense qu'un des premiers gros enjeux, et c'est ce que disait aussi Monsieur Greffin pour l'agriculture, ça va être de sensibiliser, de communiquer, de dialoguer avec les citoyens. Parce que quand on entend en résumant, il y avait une interview ce matin du directeur général de l'ONF, Bertrand Munch, qui disait que c'était un tiers de la forêt qui était amenée à être attaquée et potentiellement connaître des mortalités, comme on l'a vu tout à l'heure avec M. Goulouzel. Donc ça veut dire que sur un territoire comme l'Île-de-France, c'est près de 10% de la surface de l'Île-de-France qui va être amenée en tout cas à muter de façon très significative. Aujourd'hui, on le voit, il y a une partie de la population qui, lorsqu'on arrive, on réalise des coupes, même si elles sont sanitaires, ça transforme le paysage. Ils comprennent pas bien, pourquoi tout à coup, du jour au lendemain, on amène à transformer nos territoires. Donc, une des actions concrètes qu'on est en train de mettre en œuvre avec la région Île-de-France et la préfecture d'Île-de-France aussi, ça va être d'essayer de travailler sur une convention citoyenne pour la forêt, en se disant que il faut entraîner les citoyens et d'une certaine façon, non seulement les sensibiliser, mais presque les former. Parce qu'on voit des initiatives comme à Chantilly, où il y a un collectif qui s'est créé pour sauver la forêt de Chantilly, à la fois avec l'ONF, l'Institut de France, mais aussi les citoyens et les chercheurs localement qui vont être amenés à réfléchir tous ensemble pour trouver des solutions. Donc ce genre d'initiative, si vraiment, maintenant on le sait, le constat, la réalité, elle est là, et ben on va avoir besoin des citoyens. Donc ça, c'est peut-être la première, je dirais, proposition, en tout cas action concrète qu'il faut mener, et en se disant que la communication, c'est pas une petite chose, c'est vraiment extrêmement important à l'heure actuelle au vu de la situation. Je voulais dire un mot aussi sur la forêt privée. Parce que là, on a fait un peu un état de la forêt communale, mais j'ai envie de dire sur la forêt privée qui représente quand même 2 tiers de la forêt en Île-de-France. Et sur ces 2 tiers de forêt, on a 90% qui sont des petits propriétaires, près de 150 000 petits propriétaires. Quand on dit petits propriétaires, c'est de moins de 4 hectares, qui n'ont pas forcément les outils, que ce soit de l'ONF ou des communes forestières, mais en tout cas des forêts de l'État ou des forêts domaniales. Donc là, il y a un vrai travail aussi d'accompagnement sur les bonnes pratiques. Après moi, Monsieur Goulouzel présentera on va dire des boîtes à outils, mais quand même qui vont nous permettre d'assurer le renouvellement forestier. Mais c'est très important. Et il y a une convention qui a été signée entre l'ONF et le CNPF en septembre 2021 pour accompagner la forêt privée. Accompagner aussi sur les outils de médiation et sur le sujet de communication, parce que des fois, on a des propriétaires privés qui sont désarmés. Ils ne savent pas quoi faire. Voilà. Donc ça, c'est un sujet qui est important. Je donne quand même un chiffre parce que au niveau de la forêt privée, le CRPF a 2 personnes sur le terrain. Donc on a 150 000 propriétaires et on a 2 personnes qui sont pour animer et pour accompagner ces solutions. Donc, les investissements, on en a parlé au niveau du fonds de renouvellement forestier. Donc, on va avoir de l'argent pour planter, pour gérer. Mais les effectifs qui sont sur le terrain, c'est là aussi on doit connaître des investissements massifs. Parce que, quand je vous dis 2 personnes qui gèrent 150 000 propriétaires, on est certain que ce n'est pas suffisant. Donc dans ces questions de renouvellement forestier, d'accompagner la forêt privée, on a besoin d'un soutien de la région et d'ailleurs peut-être pas que. Je finirai avec une plateforme qu'on a mis en place à l'échelle de Fibois. C'est une plateforme qui s'appelle Plantons des arbres.
Donc, c'est la mise en contact entre des propriétaires forestiers, qu'ils soient d'ailleurs privés ou publics, qui vont avoir besoin d'investissements pour assurer des travaux de renouvellement forestier, que ce soit de la plantation, de la régénération naturelle, mais voilà, des besoins de financement, et aussi de mettre en contact avec des financeurs, que ce soit des citoyens. Il y a des réflexions sur des fonds stratégiques, le fonds de renouvellement forestier, mais qu'on puisse faire la connexion entre des personnes qui sont prêtes à investir sur leur territoire, que ce soit via de la compensation ou de la compensation volontaire, et des projets forestiers. Voilà. Mais encore une fois, on va avoir besoin d'animation et pour transformer plus de 10% du territoire. On parle vraiment de grands travaux, même d'aménagement du territoire, et pour ça, il faut investir massivement. Je repasse peut-être la parole à... Oui, c'est gentil. Pardon, je ne savais pas si vous vouliez continuer parce qu'il y avait un petit délai techniquement. Merci beaucoup, Monsieur Jarquin. Je vais me retourner donc vers vous, Monsieur Goulouzel, et ensuite aussi vers vous, Monsieur Baussan, pour qu'on fasse rapide, puisqu'on arrive vers notre conclusion, et ensuite on redonnera la parole à Monsieur Hilleret de la Chambre et Madame la Vice-présidente. Monsieur Goulouzel, sur un petit peu ce que peut faire niveau public, les collectivités et peut-être aussi d'autres échelles. Oui, merci. La forêt, on l'a dit, elle est victime des changements climatiques, mais c'est aussi la solution pour atténuer les changements climatiques, et notamment à travers sa capacité à stocker du carbone. 1 mètre cube de bois stocke 1 tonne d'équivalent d'émissions de CO2, un aller-retour Paris-New York en avion. C'est important, c'est très simple à retenir. Ça dit l'enjeu, évidemment, de préserver nos forêts. Il faut donc en prendre soin doublement. En prendre soin doublement, c'est aujourd'hui être confronté à, pour un forestier, et c'est peut-être aussi ce qui nous distingue des agriculteurs, c'est qu'aujourd'hui, le forestier plante des arbres dont on aura l'usage dans 150 ou 200 ans. Qui est capable de dire dans 150 ou 200 ans ce que sera l'évolution du climat et surtout la capacité de résistance des espèces et peut-être de leur faculté d'adaptation qu'on ne connaît pas aujourd'hui. C'est donc forcément une démarche d'humilité qui nous anime aujourd'hui pour agir. Et je dis bien pour agir parce que quand je brosse comment dire, cet état de la situation et le temps long qui nous sépare de l'usage des bois, la première réaction pourrait être la tétanie, évidemment, dans cette zone d'incertitude majeure. Et d'autant plus qu'on le sait, ce qui va distinguer cette évolution du climat par rapport aux autres, c'est sa rapidité. Et être végétal aujourd'hui, c'est être confronté à une difficulté d'adaptation, ce que sait faire le végétal, soit par la migration des graines, soit par l'adaptation génétique, pourvu que le temps soit suffisamment long pour permettre cela. Ce n'est plus le cas et on sait que certaines espèces ne vont pas pouvoir s'adapter. Il faut donc que nous prenions évidemment conscience de cela et que nous agissions pour accélérer ou favoriser l'adaptation de ces forêts au changement climatique, dans l'hypothèse évidemment de trouver encore dans 20, 50, 100 ans, 200 ans un usage du bois. Et l'humilité, ça se traduit par un concept développé aujourd'hui à l'ONF qui est la forêt mosaïque. Ça a été dit pour l'agriculture, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, à savoir fonder nos actions sur la diversité des actions, diversité des essences, diversité des âges, diversité des modes de sylviculture, diversité des modes d'action qui vont de l'accompagnement tout simple de la dynamique naturelle. Il faut aussi faire confiance à cette dynamique naturelle dans certaines situations, jusqu'à intervenir quand on sait que la nature ne saura pas inventer le modèle dont nous aurons besoin, accélérer ces modifications par des plantations. Et je pense par exemple évidemment aux situations qu'on évoquait de la forêt de Montmorency, où la nature aurait plutôt tendance à régénérer le châtaignier sur le châtaignier, mais on sait bien que le châtaignier n'a pas d'avenir, confronté évidemment à la maladie de l'encre dont je parlais. Donc il faut assister la dynamique naturelle.
Et pour ça, on a mis en place un programme et en collaboration avec l'INRAE, un programme qui était nommé GIONO, c'est un programme de migration assistée. Qu'est-ce que ça veut dire migration assistée? C'est fondé évidemment sur le constat que j'évoquais tout à l'heure de la dynamique naturelle qui permet la migration des espèces végétales par la dispersion des graines, mais sans doute pas suffisamment rapidement. Et donc la migration assistée consiste à repérer des individus ou des groupes d'individus ou des espèces non présentes aujourd'hui, résistantes à la sécheresse, et d'en favoriser les plantations ou la migration des graines pour les planter dans des territoires qui seront confrontés à ces évolutions climatiques. Un exemple, on a repéré sur le massif de la Sainte-Baume, sur son versant nord, des hêtres reliques d'une forêt évidemment très ancienne qui ont su résister aux conditions climatiques du sud de la France et par une adaptation génétique qui aujourd'hui leur fait présenter un génome différent de l'espèce hêtre présente en Île-de-France. Et donc on prélève des graines de ces individus pour les planter dans d'autres régions. Excusez-moi, Monsieur Goulouzel, juste pour respect, si vous arrivez à conclure dans 1 minute ou 2 minutes. Je vais conclure. Je vous remercie. Je conclus. Non, juste parce que sinon... Bien sûr. Je vais conclure, et je ne voulais pas conclure sans saluer l'initiative de la région Île-de-France et de ses partenaires d'avoir créé une nouvelle forêt. Ça aussi, c'est une solution. C'est un puits de carbone. Je pense évidemment aux 1000 hectares de la forêt de Pierrelet qui sont en train d'être plantés, et l'ONF a l'honneur d'être le maître d'œuvre de ce projet. Et puis, je ne veux pas conclure sans, évidemment, parler de cette convention qu'on a signée avec la région Île-de-France, de cette convention qu'on a signée avec le préfet d'Île-de-France pour soutenir des plantations dans les territoires, dans les forêts dégradées d'Île-de-France. Et ma conclusion sera celle-ci. Aujourd'hui, face aux enjeux qu'à la fois porte la forêt, mais aux enjeux dont est victime aussi la forêt, on ne peut plus être une seule institution à agir. Et on ne peut faire qu'ensemble. Et donc je remercie donc ici vraiment en conclusion l'État à travers le plan de relance et la région à travers cette convention pour soutenir l'action de l'ONF. Merci à vous, Monsieur Goulouzel. Est-ce que vous êtes encore avec nous, Monsieur Hilleret? Oui, absolument. Parfait, on vous donne la parole. Alors je vous donne par contre juste 1 minute, et après on fera la même chose avec Monsieur Bossan. Allez-y, monsieur. Ça va être un peu compliqué en 1 minute. Oui, j'avais quelques points que je voulais quand même réévoquer par rapport et réagir par rapport à quelques interventions. Il y a un rapport de l'INRA qui dit qu'aujourd'hui, effectivement, c'est le cas aussi pour la forêt, que plus la végétation est luxuriante en fait, et plus le système est intensif, et plus en fait on stocke du carbone. A très peu été abordée la notion du stockage de carbone, sauf par la forêt, mais l'agriculture est aujourd'hui aussi une solution pour stocker les aspects carbone. Et ce que je voulais dire simplement, c'est que 1 hectare de céréales, c'est 20 tonnes de carbone qui sont aujourd'hui séquestrées. Donc il y a tout un travail qui est en train d'être fait aujourd'hui par les agriculteurs autour du stockage de carbone, qui cherchent à valoriser, d'ailleurs financièrement, parce qu'on peut être des vraies solutions dans ce cadre-là. Donc on a un vrai travail qui est à l'œuvre sur le sujet. Après, les points d'amélioration sur lesquels on est en train de travailler, c'est la réintroduction de certaines cultures, le sorgho, le tournesol, les protéagineux qui permettent à un moment donné de ne pas mettre d'engrais sur les terrains, d'ailleurs utilisés en agriculture biologique, mais également en agriculture conventionnelle. C'est aussi toutes les cultures intermédiaires qui sont utilisées pour ce stockage de carbone, et aujourd'hui qui sont reconnues comme des aspects extrêmement favorisants. Le même travail est en train d'être fait sur le maraîchage, l'arboriculture. Il y a un point sur lequel la région nous accompagne et que je voulais souligner, qui nous semble extrêmement important, c'est la notion technologique. Aujourd'hui, on a des outils d'aide à la décision qui nous permettent d'optimiser en tout cas un certain nombre de choses, notamment l'utilisation d'intrants et des engrais azotés qui peuvent être à un moment donné ces engrais
en tout cas extrêmement intéressants pour arriver à les limiter, en tout cas dans leur utilisation. Et par des cartographies satellites, ça nous permet à un moment donné d'avoir la bonne dose au bon endroit. Il y a un réseau de stations météo qui nous permet d'avoir une meilleure connaissance du territoire. Je l'ai déjà dit, des sondes capacitives, la modulation des intrants, hein, qui est aujourd'hui avec des systèmes GPS de cartographie qui nous permet d'optimiser les choses. Et puis dire aujourd'hui aussi que l'agriculture est pourvoyeur d'énergie et pas d'énergie fossile. On a le développement dans nos territoires, en tout cas de capacités productives au niveau de la méthanisation. Et la méthanisation aujourd'hui permet à un moment donné de produire en tout cas une énergie qui n'est pas une énergie fossile et produit à partir de nos sols et du carbone, hein, parce que du CH4, il y a une molécule qui s'appelle le carbone dedans. Et donc voilà, ça c'est des éléments extrêmement intéressants. Enfin, moi ce que je voulais simplement dire en conclusion, c'est que l'agriculture est à un tournant parce qu'elle a des adaptations à faire et on a besoin de tous les acteurs, dont les acteurs, les collectivités territoriales, l'État, pour nous accompagner sur le sujet. Et notamment, ce qui est important, c'est de faire de la vulgarisation auprès des agriculteurs, d'arriver à leur expliquer de leur tout le travail qui est fait notamment par des instituts comme Arvalis, que je salue, qui étaient présents et sur lequel nos conseillers sont formés annuellement, en tout cas aux nouvelles techniques, et qui nous permet auprès des agriculteurs, en tout cas, de les diffuser assez largement. Mais c'est aussi effectivement tout le travail de la région qui nous accompagne en fait dans un certain nombre de domaines innovants pour essayer de mettre l'agriculture au centre des débats, notamment sur la notion de séquestration. On est la région de France qui produit sans doute le plus de carbone, parce que très urbanisé, parce que beaucoup de transports, etc. Et donc, à notre sens, en tout cas, nous, le monde agricole, on doit jouer un rôle prépondérant sur ces notions de séquestration de carbone, à condition que cette mission de séquestration de carbone soit reconnue et à un moment donné payé par la société, ce qui n'a pas été le cas dans la COP21 puisqu'on a été largement oublié sur le sujet, et on espère que dans les futures politiques publiques, en tout cas, cette notion de séquestration de carbone par le monde agricole puisse être assez largement reconnue. Mais je sais que la région y travaille déjà assez fermement sur le sujet. Merci beaucoup, Monsieur Hilleret. Monsieur Baussan, avec la même... oui, absolument. je vous remercie. Bon, merci. Peut-être je vais dire un mot en réponse à l'intervention d'Éric Goulouzel pour dire qu'effectivement, nous, le côté État, comment est-ce qu'on peut accompagner cette adaptation ? Éric a parlé du projet Giono et de la migration assistée. C'est clair que pour nous, c'est quelque chose qui nous intéresse, qu'on souhaite, qu'on accompagne, j'ai envie de dire, puisque en 2021, on a pris un arrêté qui liste la liste des essences qui peuvent être reboisées. Vous savez qu'on ne peut pas, si on veut bénéficier d'un certain nombre d'aides ou émarger au dispositif de boisement compensateur, il faut planter des essences qui ne sont pas des essences exotiques, mais des essences qui sont sur une liste d'essences. Et donc là, on a arrêté une liste au mois de février de l'année dernière avec des provenances plus méridionales, ça répond en écho à ce que nous a expliqué Éric Goulouzel. Donc on est tout à fait en phase et on fait ça de manière concertée, en particulier avec l'INRAE, comme l'a dit Éric Goulouzel. On intervient aussi, et il faut qu'on promeuve ça, et ça va être en écho à la fois au sujet forestier, ça va faire la transition au sujet agricole, tout ce qui permet de promouvoir le stockage du carbone. Je suis très sensible effectivement à ce qu'a dit le président Hilleret, et donc c'est pour ça que je pense qu'il est important qu'on puisse promouvoir le label bas carbone, qui sont des dispositifs, des méthodes qui sont approuvées par mes collègues du ministère de l'écologie, mais qui permettent d'attester le vrai impact, le vrai stockage de carbone et derrière d'un projet forestier, il y en a, et agricole, c'est un certain nombre de coopératives notamment lancent des expérimentations là-dessus pour voir quel avenir il y a en la matière. Et derrière pouvoir
obtenir des financements sur le marché du carbone. Je pense que c'est effectivement un sujet d'avenir. Et pour continuer aussi sur le stockage du carbone, on va avoir à préparer tout au long de cette année la mise en œuvre de la future PAC, et il y a des mesures agro-environnementales qui accompagnent les démarches qui sont particulièrement favorables au stockage du carbone. Et donc, je pense que ça serait pertinent d'activer une MAE dans ce domaine-là. Il y a un sujet, j'ai pas fini, mais je fais vite. Ouais. J'ai encore deux choses que je veux vous dire. C'est moi qui anime la conférence. C'est qu'en tant qu'autorité académique de l'enseignement agricole, il ne faut pas sous-estimer le rôle que nous avons dans l'enseignement pour apprendre à nos jeunes à produire autrement. Et on a pour ça un programme que l'on a lancé cette année scolaire, qui est le programme Enseigner à produire autrement pour les transitions et l'agroécologie, et faire que nos jeunes soient acteurs de ces projets-là. Le président de la Chambre ne l'a pas dit, mais je le fais pour nous, parce que c'est un projet commun qu'on a dans l'accompagnement que nous faisons du programme régional de développement agricole et rural. Et c'est un programme avec lequel les chambres accompagnent les professionnels agricoles dans leurs évolutions. Et on a prévu pour le prochain programme, qui est l'actuel, enfin 2022-2027, d'avoir une ligne spécifique à la prise en charge, à la prise en compte du changement climatique. Donc c'est une vraie prise de conscience qui se traduira dans les actes de la Chambre. Et puis j'aurais voulu vous parler aussi de stockage d'eau, et je crois beaucoup si on allait vers la création de retenues au bénéfice des projets territoriaux pour la gestion de l'eau, dont j'ai vu les bénéfices dans le Loiret dans une affectation précédente, et où je pense qu'on arrive à faire émerger des projets consensuels en se mettant tous autour de la table. Et c'est une des conclusions du Varenne de l'eau, que de permettre que ces PTGE sortent un peu plus vite que ceux qu'on connaît déjà avec la vitesse à laquelle ils ont émergé. Et enfin, on entame là, cette année, un investissement très lourd de l'État autour de projets qui s'appellent France 2030, dans lesquels on va pouvoir financer des projets de renouvellement de forêt pour répondre à nos problématiques forestières, mais aussi des projets pour accompagner la révolution agricole, que le ministre de l'Agriculture appelle la 3e révolution agricole. Et je pense dans ce cadre-là que les soucis les préoccupations de M. Frings tout à l'heure sur des matériels qui permettraient de réduire la pénibilité, je pense que dans des appels à projets comme cela, ils devraient pouvoir trouver un accompagnement. Et je me tais. Merci M. Bauzan, je vous en prie. Madame Lacroute, je vous laisse le mot de conclusion, bien sûr, avant de passer à notre table ronde. Oui, merci, et surtout merci à l'ensemble des intervenants. On voit bien que chacun dans son domaine a bien pris conscience, et déjà depuis un certain nombre d'années, de l'importance d'évoluer face à ces changements climatiques. Et je conclurai avec trois axes importants. Le premier est pour faire un peu la promotion de ce que fait la région Île-de-France, parce que c'est aussi le but de cette table ronde, de rappeler un peu ce que l'on fait et puis de l'avenir. Et notamment, nous avons beaucoup évoqué les sujets, notamment les actions de la région en faveur de la recherche. Et donc, c'est effectivement un axe particulièrement important sur lequel nous avons déjà engagé un accompagnement financier. Nous allons poursuivre cet accompagnement en faveur de la recherche. Chacun des intervenants en ont parlé, et je dirais que c'est un élément essentiel pour évoluer dans les bonnes pratiques de chacun. Donc, à charge pour nous de continuer nos actions dans ce domaine-là, qui sont des leviers d'adaptation importants pour l'agriculture et la forêt au changement climatique. Et puis, beaucoup l'ont dit aussi, et la région poursuivra son soutien aux actions de diffusion de connaissances et de conseils
Voilà, chacun dans vos domaines, hein, vous l'avez souligné, et je rejoins particulièrement sur le monsieur Jarquin sur le sujet de la forêt, où il y a une véritable nécessité à sensibiliser nos concitoyens à ces sujets problématiques de vieillissement, de périssement et d'affaiblissement de la forêt, hein. Je suis voisine de la forêt de Fontainebleau, donc je suis d'autant plus sensibilisée à ces sujets, et j'ai été parlementaire, et donc j'ai suivi les difficultés de notre forêt et la disparition des pins en forêt de Fontainebleau. Ça, c'est vraiment le premier point. Le deuxième point, alors là, pour le coup, c'est un vrai message, entre guillemets, d'espoir. La future PAC donne à la région Île-de-France des moyens supplémentaires, hein, l'opportunité d'accompagner encore mieux chacun des acteurs, puisque nous sommes en charge du deuxième pilier, et le montant des aides que la région va pouvoir piloter au titre de l'Europe vont considérablement augmenter, puisque nous sommes la région qui avons le budget qui augmente le plus. Et donc, nous allons pouvoir amplifier nos soutiens aux investissements agricoles, et notamment les investissements hydrauliques que nous avons évoqués tout à l'heure. Et donc, nous avons l'année 2022 pour identifier très clairement les soutiens que nous allons pouvoir amener. Et puis en matière forestière, où effectivement nous étions un peu, je dirais, à la traîne sur ce sujet-là. Donc c'est vraiment notre objectif d'ouverture, d'ouvrir une ligne budgétaire supplémentaire pour l'accompagnement des forêts, de façon à s'adapter au changement climatique, et puis par la mise en œuvre d'une MAEC forfaitaire qui prenne en compte ces enjeux d'adaptation. Je ne développerai pas là, puisqu'on n'a pas trop de temps. Et puis le dernier point qui me semble vraiment essentiel, c'est effectivement la question de la gestion de l'eau. Vous l'avez tous évoqué, qui est un sujet important, notamment le stockage de l'eau. Moi, on a fait face, et les agriculteurs aussi, en 2016 aux inondations dramatiques que nous avons pu vivre sur nos territoires, pire que la crue de 1910, et qui a démontré que la question de la gestion de l'eau, aussi bien au travers des inondations que de la sécheresse, était un élément essentiel. Et donc, nous allons là aussi nous attacher à ces sujets, et à trouver des solutions, et à financer, à aider, à accompagner des solutions et des travaux de recherche et de diagnostic. Et puis, effectivement, envisager les possibilités de soutien et d'accompagnement, notamment au travers de démarches de paiement pour services environnementaux, hein. Certains l'ont évoqué tout à l'heure, pour s'orienter sur la biodiversité, le bas carbone, la préservation de la ressource en eau. Voilà, tous ces sujets qui sont essentiels et qui vont nous accompagner dans les années à venir. Mais on a bien senti au travers de cette table ronde que les enjeux étaient bien posés sur la table, et il nous fallait aller tous ensemble pour accompagner nos agriculteurs, pour accompagner nos forestiers à ces changements climatiques qui vont malheureusement, je crains, s'amplifier dans les années à venir. Voilà ce que je voulais dire. Remercier vraiment l'ensemble des participants. Nous avons un peu débordé de notre temps, mais c'est toujours des sujets passionnants, et malheureusement, c'est toujours difficile aussi de couper la parole à certains d'entre vous, mais nous aurons l'occasion d'en discuter, je l'espère, tous en présentiel très rapidement. Et puis, pour terminer, on vous attend bien évidemment sur le Salon de l'agriculture la semaine du 26 au 4 mars. Vous êtes les bienvenus. Nous avons un stand région Île-de-France avec Île-de-France Terre de Saveur qui s'occupe de ce stand, en partenariat bien évidemment avec la Chambre d'agriculture. Donc, vous serez les bienvenus. J'y serai présente toute la semaine. Voilà. Merci à vous. Merci Madame Lacroute. Merci à vous toutes et tous. Beaucoup. On fait une petite pause de 1 minute et on se retrouve pour la dernière table ronde sur l'entreprise et l'économie face au changement climatique.